Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet neurologique vraiment étonnant. Le syndrome de la main étrangère. Bonjour. Oui, un phénomène où, en gros, une main semble vivre sa propre vie. C'est exactement ça. Elle agit comme si elle avait sa propre volonté, indépendamment de ce que la personne veut faire. C'est assez déroutant, imaginez. Tout à fait. Notre objectif, c'est de comprendre un peu mieux ce syndrome, ses origines dans le cerveau et ce que ça nous apprend sur notre propre sentiment de contrôle. Le sentiment d'être maître de son corps, quoi. Exactement. Et ce qui frappe le plus, je trouve, c'est cette perte d'agencivité. On a des cas où la main peut même s'opposer carrément aux intentions de la personne. Ah oui, l'exemple classique. Oui, la main qui boutonne la chemise pendant que l'autre, l'étrangère, eh bien, elle la déboutonne juste derrière. C'est ça. Ça peut sembler presque comique de l'extérieur, mais pour la personne, c'est évidemment très perturbant. On imagine bien comment les personnes qui vivent ça le décrivent. Alors, les témoignages parlent souvent de mouvements spontanés, des mouvements qui semblent contrôlés, mais que le patient ne déclenche pas consciemment. Ils ne se sentent pas à l'origine du mouvement. Non, justement. Et pire, il y a ce sentiment très fort que le membre, la main en général, ne leur appartienne pas vraiment. Comme si elle était contrôlée par une force extérieure. Ça doit être angoissant. Extrêmement. On a des récits, parfois assez troublants, de mains qui vont jusqu'à gifler la personne ou essayer de l'étrangler pendant son sommeil. Incroyable. Ou des choses moins dramatiques, mais tout aussi déconcertantes, comme défaire sa blouse pendant un examen médical. C'est difficile à concevoir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'on en arrive là? Une partie de nous qui se rebelle. C'est là que ça devient neurologiquement passionnant. En fait, ce syndrome, il découle de lésions cérébrales. Des lésions bien précises. Ah d'accord. Et ces dommages, ils viennent perturber, euh, comment dire, l'intégration normale entre l'intention de faire quelque chose, l'exécution du mouvement et ce fameux sentiment d'agentivité. Cette sensation d'être l'auteur de ses actions. Voilà. Les textes parlent d'une déconnexion, en quelque sorte, entre différentes zones du cerveau qui collaborent pour le contrôle moteur. Une déconnexion, donc certaines parties du cerveau ne communiquent plus bien entre elles? C'est exactement l'idée. Et selon la zone touchée par la lésion, les symptômes ne sont pas les mêmes. On distingue plusieurs formes. Ah oui. Lesquelles, par exemple? Il y a la forme dite callosale. Là, la lésion touche le corps calleux, Le pont entre les deux hémisphères. précisément. Et le résultat, c'est souvent la main non dominante, la gauche pour la plupart des gens, qui se met à agir toute seule, parfois même en conflit avec la main droite. Pourquoi? Parce que les intentions, formulées par l'hémisphère dominant, ne sont pas correctement transmises à l'autre hémisphère via ce corps calleux endommagé. L'information passe mal, quoi. D'accord, logique. Et les autres formes? Ensuite, on a la forme frontale. Lésion dans le lobe frontal, qui est cruciale pour la planification, l'initiation et l'inhibition des mouvements, en particulier l'aire motrice supplémentaire. Et là, ça donne quoi? Plutôt une tendance de la main, souvent la main dominante cette fois, à agripper des objets, à les manipuler de manière compulsive, sans que la personne le veuille vraiment, cette main. D'accord. Et il y a une troisième forme, c'est ça? Oui, la forme pariétale. Lésion du lobe pariétal. Cette zone est très importante pour intégrer les informations sensorielles et construire notre schéma corporel, savoir où sont nos membres. Et les symptômes? Ici, les mouvements sont peut-être un peu moins complexes, moins dirigés vers un but précis, mais le sentiment que le membre est étranger, qu'il ne fait pas partie de soi, peut être encore plus fort, plus viscéral. C'est fou qu'une lésion si localisée puisse autant bouleverser notre rapport à notre propre corps. Mais alors, comment ça marche normalement? Comment le cerveau crée ce sentiment qu'on est bien aux commandes? Alors, le mécanisme est assez subtil. Il y a ce qu'on appelle une dissociation, c'est-à-dire que l'exécution physique du mouvement est séparée du processus qui génère le sentiment de contrôle volontaire. D'accord. Normalement, quand on décide de bouger, notre cerveau anticipe les sensations que ce mouvement va produire. Il crée une sorte de prédiction, une copie d'efférence. Une copie de l'ordre moteur, en quelque sorte. Voilà. Et si les sensations qui remontent du corps correspondent bien à cette prédiction, alors on se sent l'agent du mouvement. On se dit « Ok, c'est bien moi qui ai fait ça ». Donc, le sentiment de contrôle, c'est un peu comme si le cerveau vérifiait en permanence, est-ce que ce qui se passe correspond à ce que j'avais prévu? C'est une très bonne image, oui. Et dans le syndrome de la main étrangère, ce système de prédiction et de vérification, eh bien, il est cassé. Ah, Le mouvement est bien généré par des circuits moteurs qui fonctionnent encore, mais comme il n'y a pas eu de prédiction interne claire associée ou que la vérification échoue, le cerveau ne l'identifie pas comme sien. Il devient
étranger. Fascinant. Alors qu'est-ce que tout ça implique au fond? Ça remet pas mal en question notre vision intuitive de la maîtrise de soi, non? Ah, complètement. Ce syndrome, c'est une illustration spectaculaire que ce sentiment d'agentivité, d'être aux commandes, qui nous paraît si évident, n'est pas du tout une donnée de base. C'est une construction. Une construction active du cerveau. Active et fragile. Ça montre aussi que le contrôle moteur n'est pas centralisé en un seul point, mais distribué dans un réseau complexe. Et si un nœud de ce réseau est abîmé, eh bien l'illusion d'un moi cohérent et totalement maître de ses actions peut voler en éclats. Ça force à repenser ce que maîtrise de soi signifie vraiment. Exactement. Donc, pour résumer un peu, le syndrome de la main étrangère nous montre de façon assez radicale que des actions complexes qui semblent même avoir un but peuvent survenir totalement en dehors de notre volonté consciente. C'est tout à fait ça. Notre sentiment quotidien d'habiter notre corps et de le diriger, on le prend pour acquis. Mais il dépend de mécanismes cérébraux incroyablement sophistiqués et délicats. Et quand ça déraille, Ça révèle la fragilité de cette unité, de ce contrôle qu'on croit absolu. et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Oui, une question pour réfléchir. Si une partie de notre propre corps peut agir avec ce qui ressemble à une volonté propre, une volonté qui échappe complètement à notre conscience, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même de l'intention, de la conscience, et même, au fond, sur ce qu'est l'identité personnelle? Vaste question. De quoi méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.